Voici le trou de Bushman. En surface, il ne s'agit que d'une piscine vert trouble et discrète, nichée au pied d'une falaise. Mais plongée sous l'eau, et tout se transforme. L'eau devient limpide et s'étend bien plus profondément que la paroi rocheuse au-dessus. En fait, il est considéré comme l'une des grottes d'eau douce les plus profondes connues sur Terre. Et ce fait à lui seul en fait aussi l'un des plus dangereux. Bienvenue sur Écho du temps, où nous plongeons dans les récits les plus extraordinaires et souvent les plus sombres de l'histoire humaine. Dans cette vidéo, nous allons explorer les incidents terrifiants qui s'y sont déroulés, révélant des histoires de courage et de tragédie qui ont marqué à jamais la communauté des plongeurs. Au début du mois d'août 1993, certains des meilleurs plongeurs spéléo du monde sont arrivés en Afrique du Sud pour une expédition particulièrement spéciale. Leur objectif était de plonger dans un cénote, connu sous le nom de Bosman's Ghat ou trou de Bushman, qui s'avère être la troisième plus grande grotte d'eau douce connue. Mais surtout, ils étaient là pour établir un nouveau record de la plongée en grotte la plus profonde jamais réalisée. Parmi les invités figurait le plongeur spéléo sud-africain Boeti Schoen, dont l'expérience des cénotes sud-africains était inestimable. Cependant, il amena avec lui son ami Eben Leyden. Eben n'avait pas été invité à l'expédition, ce qui suscita initialement une certaine inquiétude. Ces types de plongées, comme vous pouvez l'imaginer, sont strictement contrôlés, et l'arrivée inattendue d'un compagnon supplémentaire violait gravement le protocole du groupe. Il n'est pas entièrement clair comment cela fut résolu, mais il semble que Boeti ait garanti les compétences d'Eben, et l'affaire fut classée, permettant à Eben de plonger à ses côtés. Il est également possible que cela ait été autorisé simplement parce que leur plongée ne constituait pas la tentative de record du monde, celle-ci étant réservée à Sheck Exley, un pionnier de la plongée spéléo. Quoi qu'il en soit, avant la tentative de record de Sheck, Boeti et Eben se sont équipés pour une plongée exploratoire et ont pénétré dans l'eau. Depuis la piscine de surface, ils ont progressé à travers le tunnel vertical vers le premier coude. Au-delà de ce coude, tout se déroulait parfaitement, jusqu'à ce que le tunnel d'entrée, relativement étroit, s'ouvre sur une chambre immense, à environ 60 mètres de profondeur. Juste avant ce point, il y a un endroit où les plongeurs peuvent s'arrêter pour un bref contrôle avant de s'enfoncer plus profondément. Les deux hommes se sont arrêtés, et tout était clair pour qu'ils continuent. Alors Boeti a mené la descente. Mais lorsqu'il a atteint 60 mètres, il a soudainement remarqué qu'Eben n'était nulle part près de lui. Il a cherché autour de lui, puis il a aperçu le faisceau de la lampe torche d'Eben se balançant frénétiquement dans l'obscurité, comme s'il cherchait désespérément quelque chose. Ce que Boeti ignorait à ce moment-là, c'est qu'Eben avait déjà entièrement consommé sa première bouteille d'air, violant l'une des règles les plus fondamentales de la plongée spéléo, la règle des tiers. En substance, il s'agit d'une ligne directrice pour la consommation de l'approvisionnement en air pendant une plongée. Un tiers pour l'aller, un autre tiers pour le retour, et le dernier tiers pour les urgences. Pour une raison inconnue, avant même d'avoir terminé leur descente, Eben a dû passer à sa deuxième bouteille, mais son régulateur de secours n'était pas accessible. Il avait glissé derrière lui lors de son équipement et s'était retrouvé coincé sous le harnais de ses bouteilles jumelées. Et malgré les vérifications de leur équipement avant la descente, personne n'avait semblé le remarquer. À ce moment-là, Eben était complètement à court d'air. Incapable d'atteindre le régulateur quand il en avait besoin, il fut pris d'une panique totale. L'instinct a alors pris le dessus de la pire des manières. Eben a tenté de remonter en flèche vers la surface, ce qui était un problème majeur. Il est très rare en plongée spéléo que la sortie se trouve directement au-dessus de la tête. Dans le trou de Bushman, le plafond s'étend loin au-dessus de la zone où se trouvaient les deux plongeurs, et il contient de nombreuses petites ouvertures qui ne mènent nulle part. En réalité, un plongeur pourrait chercher sans fin sans jamais trouver la véritable sortie. Mais cela n'avait même plus d'importance. Au moment où Boeti l'a atteint, Eben avait déjà cessé de bouger. Puis, malheureusement, malgré l'avoir localisé, il ne pouvait pas faire grand-chose.
Pour assurer sa propre sécurité, Boiti devait effectuer une série de paliers de décompression pour éviter la maladie de décompression, également connue sous le nom d'accident de décompression. Cela signifiait qu'il devait rester là, sachant que son ami était sans air et qu'il ne pouvait rien faire. Une fois que Boiti a finalement atteint la surface avec le corps d'Eban, l'équipe est passée à l'action et a passé plus de 90 minutes à lui faire des massages cardiaques. Leurs efforts ont dépassé de loin le point où la plupart auraient abandonné, mais c'était sans espoir. Lorsqu'un médecin est arrivé sur les lieux, Eban a été déclaré mort. Contrairement à de nombreux sites de plongée notoirement dangereux présentés sur Écho du Temps, le trou de Bushman n'a pas fait un nombre stupéfiant de victimes, mais les incidents qui s'y sont produits sont devenus des légendes dans la communauté des plongeurs. Le trou de Bushman est un immense cénote submergé situé dans le cap nord de l'Afrique du Sud, en bordure du désert du Kalahari. Il se trouve sur la ferme de chasse de Mount Carmel, une propriété de 4 450 hectares, suffisamment isolée pour faire de chaque plongée un défi logistique. Le cénote lui-même ne semble pas grand-chose au premier abord. Après avoir descendu une pente rocheuse abrupte, les plongeurs arrivent à une petite piscine, souvent recouverte de lentilles d'eau verte. L'eau semble également trouble depuis la surface, mais une fois que l'on plonge sous la couche d'algues, elle devient remarquablement claire. Ce qui la rend si frappante, cependant, c'est l'énormité du gouffre sous la surface. La chambre principale s'étend sur 253 mètres de long, 79 mètres de large et atteint près de 300 mètres de profondeur. Cette chambre est si vaste que les plongeurs affirment qu'on pourrait y faire tenir une structure aussi grande que la tour Eiffel. Au fond de cet abîme se trouve un mélange doux et stérile de limon et de boue. En raison de cette profondeur immense, la grotte a une longue histoire de plongée extrême. Personne ne connaissait sa véritable profondeur avant le début des années 1980, lorsqu'un homme nommé Nuno Gomes commença à l'explorer. Lors de sa première visite en 1981, il atteignit environ 76 mètres, confirmant l'existence de la chambre massive sous la zone étroite située à 46 mètres. Le grand jalon fut cependant atteint lors de l'expédition de 1993 qui coûta la vie à Eban, lorsque Sheikh atteignit un record de 263 mètres. Au cours de cette plongée, il toucha le point le plus élevé du fond en pente, un record que Nuno devint obsédé à battre. Nuno, ingénieur civil de Johannesburg, est retourné au trou de Bushman un an plus tard pour tenter un nouveau record. Mais lors de 2 tentatives, il a atteint 230 mètres et 252 mètres. À chaque fois, il a rencontré de graves problèmes de décompression qui l'ont contraint à faire demi-tour. Pourtant, le défi ne le quitta jamais, et en 1996, il revint avec une équipe de soutien complète, comprenant 8 plongeurs et un médecin. Lors de cette 3e tentative, alors qu'il descendait rapidement dans le puits, le fond apparut bien plus tôt qu'il ne l'avait anticipé. À ce stade, seule la moitié de ses jambes fonctionnait encore, la pression en profondeur ayant littéralement écrasé les 2 autres. Et comme il coulait plus vite qu'il ne le pensait, il n'eut pas le temps d'ajouter de l'air à son équipement de flottabilité, et il heurta le fond de la grotte sur les mains et les genoux. L'impact souleva un immense nuage de limon, anéantissant instantanément sa visibilité. Mais voici ce qui est encore plus terrifiant. Il frappa le fond si fort qu'il se retrouva coincé dans la boue. Entouré d'un épais nuage de sédiments et incapable de voir, Nuno devait également faire face aux effets de la plongée profonde, à savoir la narcose à l'azote et des tremblements littéraux provoqués par l'hélium de son mélange respiratoire. Désorienté au fond du trou de Bushman, Nuno tenta de remonter, mais ne parvint nulle part et commença à se sentir étourdi. Au lieu de paniquer, il fit une pause pour se ressaisir et gonfla ses ailes de flottabilité. Ce petit ajustement le sortit de la boue et le fit remonter suffisamment pour qu'il échappe au nuage de limon et reprenne le contrôle de sa plongée. Malgré l'atterrissage brutal et les conditions qu'il dut affronter, Nuno atteignit une profondeur de 282,6 mètres, une marque bien au-delà du record de Sheikh.
Pour vous donner une idée de la technicité et de la difficulté de cette tentative de plongée, l'ensemble de l'opération, du moment où Nuno disparut sous l'eau jusqu'à sa remontée, dura 12 heures et 15 minutes. Sur ce temps total, la descente au fond ne dura que 14 minutes et il lui fallut 4 minutes pour se dégager de la boue. Le reste fut consacré à une longue et froide décompression lors de la remontée. Revenons un peu en arrière, juste avant la deuxième tentative de record de Nuno en 1994. Le téléphone sonna dans l'appartement de Deon Dreyer, 20 ans. Quand il décrocha, il eut du mal à croire à qui il parlait. C'était Nuno à l'autre bout du fil, et même avant d'établir son record au trou de Bushman en 1996, il était déjà connu comme l'un des rares plongeurs d'élite en eau profonde sur Terre. Nuno était apparemment en train de constituer une équipe de soutien pour une deuxième tentative, et il voulait que Deon se joigne à lui. Malgré son jeune âge, Deon était un plongeur très expérimenté, ayant accumulé plus de 200 heures de plongée. Nuno expliqua alors à Deon que la plongée devait avoir lieu au trou de Bushman autour de Noël, lorsque les membres de l'équipe de soutien seraient en congé de leurs emplois quotidiens. S'agissant d'une opportunité unique, Deon accepta immédiatement. Une fois le téléphone raccroché, Deon appela ses parents pour leur annoncer la nouvelle, mais il fut surpris par la réaction de sa mère. Elle s'était toujours inquiétée de ses passe-temps, mais elle ne lui avait jamais fait de reproches concernant ses plongées auparavant. Alors Deon fut pris au dépourvu lorsqu'elle commença à paraître nerveuse à propos de sa participation à la plongée de Nuno. Cette appréhension, semble-t-il, ne fit que croître à mesure que la date de la plongée approchait, et elle finit même par supplier Deon de ne pas y aller, mais en vain. Deon n'allait pas laisser passer cette opportunité, alors il fit de son mieux pour apaiser ses inquiétudes et l'assurer que tout irait bien. Le 17 décembre 1994, Deon arriva au trou de Bushman pour la première fois et se prépara pour la plongée du jour. Il ne s'agissait pas de la tentative de record du monde, c'était simplement une plongée d'entraînement qui permettrait à l'équipe de soutien de se familiariser avec la configuration du cénote et de faire connaissance. Vêtu de sa combinaison de plongée, Deon enfila ses bouteilles et, avec les autres plongeurs, descendit dans le trou de Bushman. Leur descente se déroula parfaitement et l'équipe semblait bien travailler ensemble. Lorsqu'ils atteignirent leur profondeur cible, ils s'arrêtèrent et commencèrent leur remontée, qui, comme toujours, inclurait de nombreux paliers de décompression. Les plongeurs se contrôlaient mutuellement, périodiquement, pendant ces arrêts, et se faisaient signe de la main pour indiquer que tout allait bien. Cela se reproduisit autour de 61 mètres, et tout le monde signala qu'il allait bien. Mais lorsqu'ils avancèrent à 50 mètres pour le prochain palier, ils constatèrent qu'un des plongeurs manquait. En réalisant cela, ils regardèrent vers le bas pour voir une lumière s'estomper dans l'obscurité. Nuno regarda l'un des autres plongeurs de soutien, qui traça alors un doigt sur sa gorge, un signal qu'aucun plongeur ne veut jamais donner ou recevoir. Le plongeur en chute était Deon, et au moment où Nuno commença à le poursuivre, Deon était déjà tombé d'environ 30 mètres en dessous de lui, et sa descente continuait rapidement. N'ayant pas d'autre choix, Nuno dut s'arrêter et remonter pour sa propre sécurité. S'il avait continué plus loin pour tenter de sauver Deon, il y aurait pu avoir 2 plongeurs qui ne seraient pas remontés au lieu d'un. Plus tard ce jour-là, on frappa à la porte des parents de Deon, et quand ils ouvrirent, leur monde s'écroula. C'était un policier qui les informait du décès de leur fils au trou de Bushman. On ne sait pas avec certitude ce qui a causé sa descente incontrôlée, mais on pense que Deon a perdu connaissance en raison d'une condition appelée hypercapnie, ou empoisonnement au dioxyde de carbone. Il est possible que Deon ait ressenti les effets de l'hypercapnie, mais ait essayé de les ignorer et de continuer à plonger. Cependant, comme il ne faut pas grand-chose pour passer d'un état parfaitement normal à une perte de connaissance, au moment où Deon a remarqué que quelque chose n'allait pas, il était probablement trop tard. Alors, inconscient, il a coulé jusqu'à l'immense fond de la grotte. Peu de plongeurs connaissaient mieux les dangers des conditions de la plongée extrême que Nuno, Sheck et un plongeur nommé Dave Shaw. Tous trois semblaient posséder une sorte de capacité surhumaine à tolérer ces conditions.
Et au début des années 2000, seuls 7 plongeurs avaient réussi à atteindre 250 mètres et au-delà. Et pourtant, tous 3 faisaient partie de ce cercle restreint. Originaire d'Australie, mais vivant à Hong Kong, Dave n'a commencé la plongée qu'à la quarantaine, lorsque lui et son fils de 17 ans ont essayé la plongée sous-marine aux Philippines. À partir de ce moment, sa passion pour ce sport grandit et il commença à explorer des épaves. Cependant, lorsqu'il pénétra dans sa première grotte sous-marine, il sut qu'il avait trouvé sa vocation. Dave allait rapidement détenir plusieurs records personnels. En 2004, Dave eut enfin l'occasion de plonger pour la première fois dans le trou de Bushman, et il n'allait pas manquer la chance d'atteindre le fond. Dave allait tenter de battre la marque de Nuno et d'établir un nouveau record du monde. Mais ce qui rendait sa plongée unique, c'est qu'il allait faire ce qu'aucun autre plongeur au monde n'avait fait. Il prévoyait de réaliser la plongée en utilisant un recycleur à circuit fermé. C'était un système qui n'avait jamais été emmené à une telle profondeur. Un recycleur fonctionne en recyclant le gaz expiré par un plongeur et en retirant le dioxyde de carbone. L'appareil maintient également le bon niveau d'oxygène via un ordinateur, ce qui signifie que le plongeur n'a pas besoin de changer de bouteille pendant la descente. Ainsi, au lieu des grandes bouteilles que l'on s'attendrait à voir sur une configuration traditionnelle, un recycleur est une unité compacte portée au dos qui maintient le profil du plongeur réduit. Mais malgré tous ces avantages, la technologie n'est pas sans limite. Le jour venu, Dave, accompagné de son partenaire de plongée, Don Shirley, pénétra dans la piscine de surface du trou de Bushman. À une profondeur convenue avant la plongée, Don s'arrêta et attendit pendant que Dave continuait vers le fond. À environ 270 mètres, Dave toucha le fond en pente du trou de Bushman. Un long cordage lesté le guida tout au long de sa descente. Une fois qu'il eut atteint le fond, il lui restait encore un peu plus de profondeur à atteindre pour battre le record de Nuno. Mais d'abord, il devait attacher une corde secondaire aux lignes directrices principales pour pouvoir y revenir. Alors qu'il reliait les 2 cordes, Dave jeta un coup d'œil à sa gauche et, à environ 15 mètres de lui, il aperçut le corps d'un plongeur gisant sur le dos, les bras tendus vers le haut. Il sut immédiatement que c'était Deon. En raison de la profondeur du trou de Bushman, aucune tentative de récupération de son corps n'avait jamais été faite. Immédiatement, Dave abandonna sa tentative de record et nagea vers les restes de Deon. Lorsqu'il s'approcha suffisamment pour mieux le voir, il réalisa que la tête de Deon n'était plus qu'un crâne après une décennie passée au fond du trou de Bushman. Dave tenta alors de le tirer vers le haut, mais Deon ne bougea pas. Au fil des ans, ses bouteilles d'air s'étaient recouvertes de sédiments et il était désormais coincé dans la boue. Dave continua pourtant d'essayer de le dégager jusqu'à ce qu'il réalise à quel point son rythme respiratoire s'était accéléré. Décidant qu'il était trop difficile et dangereux de le ramener à la surface à ce moment-là, Dave attacha sa ligne secondaire aux bouteilles d'air de Deon avant de regagner la ligne principale pour commencer sa remontée. Moins d'1 heure plus tard, Dave rejoignit Don sans avoir battu le record du monde de Nuno. Il avait cependant établi un record pour un recycleur, mais c'était la dernière chose à laquelle Dave pensait. Don fit le signe de la main « OK » à Dave pour s'assurer qu'il allait bien, et Dave lui rendit le signal avant de lui faire signe de lui passer son ardoise, utilisée pour écrire des messages sous l'eau. Dessus, Dave écrivit qu'il avait trouvé un corps. Don lut le message et tendit la main pour serrer celle de Dave. Retrouver Deon était considéré comme impossible, et pourtant, Dave avait réussi. Pendant les heures de palier de décompression que les 2 hommes durent effectuer, Dave ne pouvait pas chasser la pensée de Deon de son esprit. Il sentait qu'il était si près de le récupérer, et il savait que s'il faisait un effort concerté et planifié, il pourrait ramener Deon chez ses parents. 2 jours après la plongée, le téléphone sonna chez les parents de Deon, avec Dave à l'autre bout du fil. Il les informa alors qu'il avait retrouvé Deon et qu'il allait récupérer son corps pour eux. Apparemment, ils furent tellement submergés par la joie et le chagrin que les parents de Deon fondirent immédiatement en larmes.
La plongée pour récupérer le corps de Dion fut planifiée pour le début de la nouvelle année, et Dave passa chaque jour à en organiser les moindres détails. Pendant cette période, il rencontra des experts en médecine légale pour savoir à quoi s'attendre concernant l'état du corps de Dion. Le consensus était que Dion serait très probablement entièrement squelettique, alors Dave savait que le ramasser et le transporter à la surface pourrait faire s'effondrer le corps. Pour pallier cela, Dave prévit d'utiliser un sac mortuaire qu'il pourrait glisser sur Dion pour maintenir son corps entièrement contenu. L'épouse de Dave confectionna alors un sac sur mesure avec des cordons de serrage, et le jour du Nouvel An 2005, elle le conduisit à l'aéroport pour son vol vers l'Afrique du Sud. À l'atterrissage de Dave, Don le récupéra et l'emmena à Komati Springs, que Don exploitait comme centre de plongée. Ensuite, dans les semaines précédant la plongée, Don sélectionna personnellement 7 plongeurs pour former une équipe de soutien. L'équipe de surface serait dirigée par Verna, la détentrice du record du monde féminin de profondeur à l'époque, qu'elle avait établi à 221 mètres dans le trou de Bushman. Faisait également partie de l'équipage un réalisateur de documentaires nommé Gordon et plusieurs caméramans. Si Dave réussissait à ramener Dion à la surface, ce serait la récupération de corps la plus profonde jamais réalisée. Et toutes les personnes impliquées voulaient que cela soit documenté. Gordon persuada alors Dave de le laisser construire un équipement personnalisé afin que Dave puisse porter une caméra pendant sa plongée. Dave accepta et Gordon apparut plus tard avec un casque d'escalade sur lequel une caméra était fixée. Lors d'une plongée d'acclimatation, l'installation fonctionna parfaitement et Dave n'eut à faire que des ajustements minimes pour compenser sa taille et son poids. Dave aimait aussi généralement avoir une lampe attachée à sa main pendant les plongées. Mais chaque fois qu'il avait besoin d'utiliser ses 2 mains pour quelque chose, il mettait la lampe, qui était attachée à une ficelle autour de son cou. Le casque, cependant, l'en empêchait. Mais Dave pensa qu'il s'adapterait en posant simplement la lampe chaque fois qu'il aurait besoin d'utiliser ses 2 mains. Dave et Don tinrent ensuite une réunion avec l'équipe de soutien la veille de la plongée pour examiner toutes les questions ou préoccupations de dernière minute. Avant de les congédier, Dave souligna quelque chose de très important. Si lui ou Don, ou les deux, rencontraient des problèmes et mouraient pendant l'attente, ils voulaient rester là. Après la réunion, Dave et Don se rencontrèrent en privé pour revoir le plan de plongée, qui prévoyait l'envoi de plongeurs de soutien dans l'eau à des moments échelonnés pendant la plongée pour attendre Dave à différentes profondeurs. Don serait le premier à partir et le plus profond d'entre eux. Il descendrait à 221 mètres. Et lorsque Dave l'atteindrait, Don prendrait Dion et le transporterait jusqu'au plongeur suivant, tandis que Dave commencerait ce qu'il estimait être environ 10 heures de palier de décompression. Au cours de cette conversation, Don demanda également à Dave ce qu'il voulait faire si Dave rencontrait des problèmes en essayant de mettre Dion dans le sac. Dave répondit qu'il ne devait descendre pour l'aider que si Dave lui en donnait le signal. Sinon, il devait rester à la marque des 221 mètres. Vers 5 heures du matin le lendemain, les 2 hommes chargèrent leur voiture et se dirigèrent vers le trou de Bushman. Au cours de l'heure suivante, le reste de l'équipe, les cinéastes et même la police arrivèrent. Étant donné que la plongée incluait la récupération d'un corps, les forces de l'ordre devaient être impliquées, et leur présence fut un ajout bienvenu à l'effort. Puis, le moment venu, Dave et Don se serrèrent la main et se promirent de se revoir bientôt. À 6h13 du matin, Dave glissa sous la surface et commença sa descente en solo, qui, selon lui, ne durerait qu'environ 15 minutes. De là, il aurait quelques minutes pour libérer le corps de Dion et le charger dans le sac avant de devoir commencer sa remontée. À l'extérieur du trou de Bushman, quelques minutes seulement après la descente de Dave, les parents de Dion arrivèrent. Ils ne voulaient pas arriver trop tôt et risquer de mettre une pression indue sur Dave, mais en même temps, ils devaient être là pour Dion. 13 minutes plus tard, à 6h26, Verna donna le feu vert à Don pour descendre,
et il commença son voyage vers 221 mètres. Lorsqu'il atteignit environ 150 mètres, il fut heureux de constater que les conditions de l'eau étaient suffisamment claires pour voir la lumière de Dave en dessous de lui. Mais tout soulagement qu'il aurait pu ressentir disparut au moment où Don réalisa que la lumière était immobile. Le timing de chaque détail de la plongée était synchronisé de sorte que Don arriverait quelques minutes seulement avant Dave. Mais Dave n'avait pas encore commencé sa remontée. Quelques instants plus tard, la lumière ne bougeait toujours pas, et Don remarqua soudain l'absence de bulles d'air, le dépassant sur leur chemin vers la surface. À ce stade, bien qu'il n'ait pas reçu le signal de descendre pour aider Dave, il n'allait pas attendre. Il continua sa descente au-delà de 221 mètres, et lorsqu'il atteignit 244 mètres, il était officiellement plus profond qu'il ne l'avait jamais été. C'est à ce moment-là qu'il entendit un craquement, comme si quelque chose s'était brisé sous l'immense pression. C'était le bruit du contrôleur de son recycleur qui s'écrasait, et sa perte fut dévastatrice. Avec cela, tout espoir d'atteindre Dave dut être abandonné. Sans ce contrôleur automatique, il devrait passer les 10 heures suivantes dans l'eau à surveiller et ajuster manuellement ses mélanges d'air. C'était une urgence, et Don n'eut pas le choix. Il dut commencer à remonter et espérer seulement que Dave y parviendrait. Pendant que tout cela se déroulait, l'équipe de plongée en surface continuait d'exécuter le plan de plongée. 2 plongeurs de soutien furent envoyés à 150 mètres pour prendre le corps de Deon et s'assurer que Don allait bien. Ils furent immédiatement alarmés lorsqu'ils s'approchèrent de leur profondeur cible et ne virent aucune lumière en dessous d'eux. Le protocole stipulait qu'ils devaient attendre 4 minutes avant de commencer une remontée. Ils y restèrent 6 minutes, sans aucun signe de Dave ou Don en dessous d'eux. L'un des plongeurs sortit alors une ardoise et y écrivit que Dave et Don n'étaient pas à la profondeur attendue, lorsqu'ils aperçurent soudain une lumière en dessous d'eux. Ils modifièrent alors le message pour dire qu'il n'y avait qu'une seule lumière en dessous d'eux et qu'ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Lorsqu'ils remontèrent vers le plongeur de soutien suivant, ils lui remirent l'ardoise pour qu'il commence son voyage vers la surface. Lorsqu'elle atteignit environ 84 mètres, le plongeur de soutien Peter, l'un des amis les plus proches de Dave et Don, la lut et la rendit immédiatement au plongeur qui la lui avait donnée, puis commença à descendre rapidement. Lorsque Peter atteignit 122 mètres, il vit Don et ressentit un soulagement intense. Peter fit alors le signe de la main « OK » en guise de question, et Don lui répondit avant de lui faire signe de lui passer son ardoise. Peter la lui tendit, et Don commença à écrire des informations sur son nouveau plan de décompression, car son contrôleur était cassé. Mais au-dessus de tout, il écrivit 4 mots. Dave ne reviendra pas. Comme vous pouvez l'imaginer, chaque minute de la remontée de Don fut atroce. Après des heures, il se trouvait à un palier de décompression à environ 61 mètres lorsqu'un autre de ses plongeurs de soutien vint le contrôler. Il donna le signal « OK » et le plongeur retourna à la surface. Mais une fois que Don atteignit 50 mètres, il commença à se sentir bizarre, presque comme s'il allait perdre connaissance. Réfléchissant rapidement, il décida de passer de son recycleur à une bouteille de Trimix, l'une des nombreuses qui avaient été accrochées le long de la ligne principale pour les urgences. Quel que fût le mélange qu'il commença à respirer, il fut pris de vertige presque immédiatement. Il ne savait pas à ce moment-là, mais une bulle d'hélium s'était formée dans son oreille interne, provoquant un grave cas de vertige. Alors qu'il y faisait face, il réalisa soudain qu'il n'était plus sur la ligne principale et commença à la chercher en tournant sur lui-même. S'il ne parvenait pas à retrouver la ligne, Don non plus ne reviendrait peut-être pas. Il dériva lentement plus loin de la ligne, mais il était heureusement toujours à portée de bras, et l'une de ses prises à l'aveugle se connecta à la corde, et il s'y accrocha fermement. Cette brève distraction lui fit également perdre la notion de sa profondeur. Et lorsqu'il vérifia son ordinateur de plongée, il était 12 mètres plus haut qu'il n'aurait dû l'être.
Il redescendit alors immédiatement, mais au moment où il fut à la bonne profondeur, l'accident de décompression s'était déjà bien installé et il fut pris de nausées. Il commença alors un cycle consistant à retirer son régulateur de sa bouche, à vomir, puis à remettre son régulateur dans sa bouche jusqu'à ce que son estomac soit vide. Puis les hauts-le-cœur secs commencèrent. Il arriva à un point où les symptômes se calmaient lorsqu'il était immobile, mais au moment où il était temps de remonter au palier suivant, les hauts-le-cœur secs revenaient aussitôt. Lorsque le plongeur de soutien suivant l'atteignit, Don écrivit sur l'ardoise le changement de son état et l'envoya à la surface. Après avoir reçu le message, Verna commença à faire entrer et sortir des plongeurs de l'eau pour s'assurer que quelqu'un était avec Don à tout moment. Lorsque Don atteignit 3 mètres, il regarda son ordinateur de plongée et vit qu'il calculait que ce palier de décompression devait durer 2 heures et 20 minutes. À ce moment-là, cependant, il développa une douleur aiguë dans la jambe qu'il reconnut immédiatement comme une aggravation de l'accident de décompression. Il envoya alors une autre ardoise à la surface avec ce statut, et Verna décida de le remonter plus tôt. Pendant le temps que Don les informa de ce qui se passait, la police avait transporté une chambre de décompression au trou de Bushman. Une fois arrivé, Verna envoya un plongeur de soutien pour ramener Don directement à la surface, et il fut à l'intérieur de la chambre en moins de 20 minutes. Bien avant la fin de la plongée, cependant, les parents de Dion étaient partis. Au moment où ils apprirent que Dave ne reviendrait pas, ils s'effondrèrent. Non seulement un plongeur avait perdu la vie en essayant de récupérer leur fils, mais il était quasiment certain qu'il ne reverrait jamais Dion. À peu près au même moment, l'un des caméramans se rendit au bord supérieur du trou de Bushman, où il pouvait obtenir un meilleur service de téléphonie mobile. Avant la plongée, Dave avait dit au caméraman que si quelque chose lui arrivait pendant la plongée, il devait appeler un homme nommé Michael. Michael était le pasteur de Dave, et si le pire se produisait, Dave voulait que sa femme l'apprenne de lui. Quand elle répondit à un coup inattendu à la porte plus tard cette nuit-là, elle fut immédiatement confuse par la vue de Michael et de sa femme. Ils n'étaient jamais venus sans prévenir auparavant, et elle put voir à leur visage que quelque chose de tragiquement grave s'était produit. Dans les jours sombres qui suivirent, Peter fut chargé de rester au trou de Bushman pour récupérer la corde et les bouteilles de la grotte. L'un de ces jours, après être remonté à la surface, un des plongeurs de la police demanda à Peter et à son coéquipier s'ils avaient vu Dave et Dion. Confus par la question, ils répondirent par la négative. La police leur apprit alors que leur plongeur avait repéré 2 corps à environ 20 mètres. Après un bref repos, Peter retourna dans l'eau, et au moment où il atteignit cette profondeur, il y avait Dave, flottant droit contre un plafond rocheux. Une corde était attachée à lui, et à l'autre bout de la corde se trouvait Dion. Il semblait que Dave avait finalement ramené Dion. Peter et son partenaire récupérèrent alors les 2 corps, et la caméra montée sur un casque était toujours attachée à la tête de Dave. Gordon filmait encore sur place, et Peter lui tendit le casque. Après avoir fait une copie de la bande pour la police, Gordon, Peter et Don s'assirent pour la regarder dans les jours qui suivirent le décès de Dave. Ils virent Dave descendre au fond en environ 11 minutes, quelques minutes plus vite que prévu. Dave localisa immédiatement la corde attachée à Dion lors de la plongée précédente et se dirigea vers le corps, sortant le sac mortuaire en chemin. Quand il atteignit Dion, une bouffée de limon obscurcit la vue de la caméra, mais une fois dissipée, le corps maintenant sans vie de Dion flottait. On ne sait pas comment Dion s'est soudainement détaché, mais ce n'était pas un scénario que Dave et Don avaient même envisagé ou pratiqué. Lors de leur rencontre avec les experts légistes, on leur avait dit que le Dion serait principalement osseux, voire entièrement, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de flotter. Sous sa combinaison de plongée, cependant, le corps de Dion s'était momifié et avait conservé une flottabilité neutre. Le rythme respiratoire de Dave commença alors à augmenter, alors qu'il essayait de glisser le sac mortuaire sur les palmes de Dion, mais il lutta
et mit beaucoup de stress sur son corps. Plus son rythme respiratoire augmentait, plus il expirerait de dioxyde de carbone dans le recycleur. Alors que Don regardait, il ne put s'empêcher de supplier Dave d'abandonner la plongée, et aucun d'eux ne put initialement comprendre pourquoi il ne le faisait pas. Alors que les signes de narcose à l'azote commençaient à apparaître, cela prit soudainement tout son sens pour Don. Lorsqu'un plongeur présente des symptômes, sa pensée désordonnée peut provoquer une vision en tunnel sur une seule tâche. Il était clair pour Don que le seul but de Dave était de ramener le corps de Dion à la surface. Pendant plus de 5 minutes, ce qui était beaucoup plus long que prévu, Dave lutta pour faire entrer Dion dans le sac. Quand il réalisa enfin qu'il devait partir, il commença à remonter, mais s'arrêta rapidement. Se retournant vers Dion, Don vit quel était le problème. La lampe de Dave était accrochée à une corde. Dave se déplaça alors lentement après avoir remarqué cela et tira sur la corde pour tenter de libérer la lampe avant de sortir une paire de cisailles, mais il ne coupa rien. Le son de sa respiration laborieuse commença cette fois à ralentir et à s'estomper. 22 minutes après le début de la plongée, Dave perdit connaissance et finit par se noyer. La caméra même qui capturait les derniers instants de la vie de Dave semble avoir joué un rôle dans sa mort. S'il avait été libre de mettre la lampe autour de son cou, comme il le faisait habituellement, il n'aurait peut-être pas péri dans le trou de Bushman ce jour-là. Don subira une série de traitements de décompression pendant un total de 27 heures après la plongée, mais il garda des dommages permanents à son oreille interne et vit avec des vertiges constants. Cependant, il retournerait finalement à l'eau et fut submergé de joie de savoir que les dommages qu'il avait subis ne l'empêcheraient pas de pratiquer le passe-temps qu'il aimait tant. Quant aux parents de Dion, 10 jours après la récupération des corps du trou de Bushman, ils tinrent les restes de leur fils une dernière fois. Le trou de Bushman ne ressemble pas aux autres sites de plongée dangereux présentés sur Écho du Temps. Il n'y a pas de bilan massif de morts ou de caractéristiques impossibles, et il est beaucoup moins accessible que certains autres. Mais, comme en témoigne le très petit nombre de personnes qui ont atteint sa profondeur immense et les problèmes rencontrés par ces quelques-uns, il reste l'un des sites de plongée les plus dangereux et légendaires sur Terre.